Ce sont des travaux de très long terme, vraiment des travaux de recherche qui s'appuient sur des travaux de terrain micro-locaux ou macro-locaux, investigués pour la plupart d'entre nous depuis 10 ou 15 ans, et qui regardent les transformations micro-locales de ces questions, des processus qui vont lier mémoire, oubli, procès, incrimination, vérité, imputation, et qui essayent de mettre en place des procédures critiques, non pas d'évaluation de ces processus, mais au niveau micro-local, comment l'ensemble de ces mémoires, par exemple, mise en place des mémoires domestiques, qui vont aller contre la mémoire de la maison voisine, puisqu'on s'est entretué entre voisins, et qu'on connaît celui qui a coupé votre sœur en morceaux, qui habite dans la maison d'à côté, puisque ce sont des crimes entre voisins. Et on essaye de parcourir l'ensemble de ces situations dans ce groupe, sur un travail de très long terme. Ces témoignages rejoignent ce qu'un anthropologue de Princeton, John Borman, appelle binding violence, c'est-à-dire que la sortie de la violence politique n'est possible que par l'expansion d'une culture globale de réparation, qui, outre la compensation matérielle et la commémoration, doit aussi prendre en considération le témoignage et la justice. Si le témoignage, le fait de dire et d'écouter la vérité, renvoie à la rupture des silences hégémoniques concernant la nature de la perte, et comptabilité juridique vise à affirmer la distinction symbolique entre le mal et le bien. Certes, c'est-à-dire une telle justice n'est pas capable de corriger tous les cas, c'est-à-dire il ne peut pas être une justice rétributive de façon exhaustive. Mais John Borman il désigne quelque chose d'une justice symbolique dans les termes de ritual purification of the saint. C'est-à-dire qu'on va choisir des cas vraiment symboliques et pour les juger, pour montrer la fin, c'est-à-dire pour instaurer la confiance des citoyens dans leur système judiciaire. Et justement, les demandes des manifestants de Griffe aujourd'hui vont dans le même sens. Ils veulent, et ça c'est des demandes qui ont été dites explicitement, une véritable réparation globale, compréhensive, qui prend en considération les pertes liées à la violence coloniale et post-coloniale, à la violence liée aux aides de blanc, mais aussi aux violences perpétrées après les aides. There is a relative success in Libya that's taking place. And that is the local efforts, the local reconciliation efforts, the tribes, the cities, the inter-cities, etc. And there has been much success where conflicts were ended, where communities are now peacefully coexisting with each other, talking to each other, and people are taking a little bit of ownership over their own localized conflicts. However, that is not a substitute for a national reconciliation, that is not a substitute for a more comprehensive approach to reconciliation, to state building, to rights-based system, to the creation of a rights-based system in Libya. And despite the fact that I am very happy to see these efforts take place, but I am always cautious of the fact that tribal-based and local-based efforts usually exclude women and youth to a very, very large degree. However, they are somewhat effective, but as I said, they are not a substitute to a more inclusive, more comprehensive and rights-based system where we can ensure participation of women and youth for sustainable peace in Libya. It's never an external solution. It's always a community solution, and I think we're good at saying this, but we're not really paying attention to what it means. It actually means that, and I want a bit to push back on what you said, although I think everything that was mentioned, not you, I think, yes, the first intervention about Libya, when we say this is what happened to Libya post-NATO intervention, the international interest from an international relation perspective will always be there. The dynamic will not change. And it's a slippery slope to say this is the West, this is the intervention responsibility. I've lived the war in Lebanon, and it's hard for me to say that because my family had lost so many members. But I tell you, saying that the whole problem was the Syrian or the Palestinian or the Americans is a slippery slope because you're not taking responsibility for your acts. You also let this happen to you.
you probably should have developed more of an immunity to your society. So in order to think that way, you also need to inform your own solution. So thank you. Venant du président de la République, chercher à bloquer et à écarter complètement l'instance vérité et dignité, donc d'instruire les dossiers de la corruption, de la malversation, c'est tout de même choquant, d'autant plus qu'il est le garant du respect de la Constitution. Alors, il prend une initiative sous forme d'une loi organique sur la réconciliation économique, et dans laquelle il amnistie tous les hauts cadres, tous les fonctionnaires, tous les assimilés fonctionnaires, etc. etc. Donc, c'est une presque loi d'amnistie. Hein. C'est pas presque, c'est une amnistie en bonne et due forme. Et puis, si jamais son projet de loi passe, il aurait réussi un macabre exploit, c'est celui d'inscrire son nom aux côtés de Pinochet, qui, dans les années 70, lui aussi a institué formellement une loi sur l'amnistie. Voilà. Merci. Il s'agit aussi de proposer un autre récit sur la dictature, un récit différent de celui qui a été proposé en 85, dans le sens où, dans la phase actuelle du procès, il y a 68 personnes qui sont accusées, il y a des civils qui sont liés aux pratiques de crimes contre l'humanité, des pilotes des vols de la mort, des gens de l'Église et toute une dimension financière, c'est-à-dire que les biens des anciens guerrilleros, les montoneros, les propriétés étaient volées, extorquées par les militaires, qui avaient même monté une agence immobilière, etc. Donc il s'agit de revenir sur toute cette affaire-là, et on parle maintenant en Argentine, et c'est la mise en récit qui est proposée notamment dans la première sentence de la ESMA, de génocide depuis 1955, donc avec une vision aussi qui va vers le temps long, et de dictature ecclésiastico-civico-militaire, donc dictature à adjectif, puis c'est pas fini, on va peut-être encore en rajouter, donc on est vraiment vers un travail de réinterprétation le plus englobant possible, avec cette idée que c'est une justice qui permet tout sauf la réconciliation. Je terminerai là-dessus, puisque les militaires, eux, n'ont pas le droit à la parole. Ils n'ont pas non plus avantage dans ce système de justice à passer aux aveux, puisque leurs peines sont de 40-50 ans pour des gens qui ont aujourd'hui 85-90 ans. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc voilà, une des chartes. Là c'est une négociation qui a été faite avec de véritables miliciens. Ça veut dire on est parti voir les miliciens qui sont en train de se battre. Ça, c'est une des milices de Masrata, les Katib Shuhada Zawit al-Mahjoub, qui est assez puissant, et qui a été à l'origine, et en cela, son expérience est intéressante, qui a été à l'origine de l'arrêt des batailles qui se passaient dans la région de Hochefel, à la frontière avec la Tunisie. Et quand on est parti les voir, pour leur expliquer comment ce processus pouvait mener à une fragmentation encore plus grande du champ politique et du champ militaire libyen. Il y a eu une très grande discussion. Après, il y a eu des engagements des forces, et ces forces sont retournées.